chef, donc nous venons de visiter le champ de banane pour Gambie. Est-ce que vous pouvez nous faire l'historique de ce grand projet? Bon, d'abord, avant tout, moi je suis né dans la région. Je suis né à Darul Hijrato. Je suis le fils de Sherif Al-Hassan Haïdara à Darul Hijra, côté Madina Gounas. Ici, le site, avant qu'on vienne ici, s'appelait Foudou. C'est très connu, Foudou, sur le fleuve Gambie. Mais moi, j'ai repéré le site vers les années 80. Et donc, quand on s'est installé, on a appelé le village Nadjaful Ashraf. Pourquoi j'ai appelé le village Nadjaful Ashraf? Parce que c'est la ville où se repose, où se trouve le mausolée de l'imam Ali alayhi salam. Donc c'est pour cela que j'ai voulu appeler ce village Nadjaful Ashraf. Et comme moi je suis né dans la région, enfant, chaque année, j'ai vu au mois de juin, juillet, août, passer la famine dans la région. Et d'ailleurs, c'est connu ici, tout le monde parle de la période de soudure chaque année. Alors je ne comprenais pas très bien comment ça se fait qu'on ait de la terre, des terres fertiles, qu'il y ait de l'eau et que les gens meurent de faim. C'est pour cela que j'ai pensé faire ce projet de développement et en même temps essayer de lutter contre l'immigration clandestine, lutter contre la pauvreté et en même temps essayer d'améliorer les conditions de vie des populations. Donc c'est ça qui a motivé le démarrage de ce projet. Bon, je m'appelle Mamadou Diouf, je suis technicien horticole, animateur en développement. Et je suis là avec Chérif, autant de Chérif avec l'Institut Mosdahir International. Et ici en tant que technicien, je fais une supervision de programme et on fait le suivi technique. C'est-à-dire présentement, on peut te dire que par exemple ici, on travaille en équipe avec la culture de la banane. Comme nous voulons, quand la société est venue, instaurer un système d'amélioration de la filière banane pour que la banane soit de qualité et au même titre que la banane de la Côte d'Ivoire, la société qui est un partenaire à Chérif Mohamed Ali Haïdara, parce que c'est Chérif qui a mené la société, a instauré un système de formation. Donc on est en équipe. Donc l'équipe est dirigée par un responsable qui est un ingénieur agronome ivoirien, c'est un peu ivoirien. Donc ça veut dire que l'emploi au niveau de la sous-région, déjà, ça va là-bas. Et aussi un autre technicien qui est avec nous, on travaille ensemble en équipe. Présentement au niveau du périmètre, sur les 12 hectares actuellement plantés, il y a un effectif de 25 personnes, des producteurs soi-disant employés qui travaillent. Et maintenant, chaque matin, on procède au système de pointage et on les affecte selon des tâches. Chaque équipe s'occupe d'une tâche de par les techniques de conduite de la culture de la banane pour une qualité de banane. Donc on est là, techniciens, ingénieurs et d'autres ouvriers agricoles qualifiés, on travaille en équipe. Quelles sont maintenant ces tâches-là que vous retrouvez à chaque ouvrier? À chaque ouvrier, c'est-à-dire chaque matin, après pointage, des fois, on affecte une équipe dans le réseau d'irrigation. Il y a une équipe, ceux qui font le contrôle du réseau pour voir la qualité de l'irrigation, le système de distribution de l'eau dans chaque secteur. Une équipe qu'on affecte à une technique, par exemple, technique de tonnage. Le tonnage des bananes, parce que la banane, on ne peut pas laisser la banane dans sa cuvette entourée de plusieurs plantes. Parce que si la banane est entourée de plusieurs plantes, il y a une concurrence. Donc il y a une équipe qui procède à l'œuthonnage. L'œuthonnage, c'est-à-dire enlever d'autres rejets de bananes qui ne portent pas, qui peuvent porter préjudice à la principale plante mère dans le cadre de la production. C'est ça, on enlève ça, on sélectionne, on laisse un autre. Ou bien on affecte une équipe dans le désherbage. Ou bien on affecte une équipe dans l'épistéage. L'épistéage, c'est une fois que la banane a le fruit,
la main composée du régime, par exemple, on essaie d'épister. Il y a le pistil, tu connais le pistil, par exemple, sur un fruit de banane sèche, il faut l'épister, enlever pour améliorer la qualité des fruits. Ou bien on peut, dans le cadre de l'hygiène, procéder à des gainages, c'est-à-dire prendre le régime de banane, mettre une gaine attachée. Et cette gaine attachée permet toujours à la banane, ça crée un microclimat au régime et ça améliore la qualité de la banane. Ou bien aussi pour éviter que le régime qui pèse lourd, qui peut faire tomber le pied. Donc on est obligé de faire un système d'aubanage. Aubanage, c'est-à-dire qui attache deux filets de l'autre côté, ainsi de ça crée l'équilibre. Comme ça, il n'y aura pas un. Donc chaque technique, on affecte une équipe de ouvriers. Selon. Des fois aussi dans le cadre de l'aménagement, s'il s'agit d'aménager, picoter ou autre, il y a des employés qui sont formés là-dessus. On leur dit, vous faites le picotage pour délimiter cette parcelle. Ou bien une équipe qu'on affecte pour chercher des piquets pour matérialiser les trous de plantation. Ou bien une équipe qu'on affecte pour faire la trahison. Ou bien une équipe qu'on affecte à tort pour faire l'enfouissement et préparer la plantation, selon les besoins de programme. Est-ce que vous connaissez le nombre de tonnages qu'on peut avoir par an? Oui, c'est ça, c'est-à-dire... Monsieur Diouf, est-ce que vous pouvez nous parler maintenant de l'exploitation? Combien de tonnes de bananes vous exploitez dans cette période? Bon, tu sais, pour le moment, depuis que maintenant on a changé un système, parce qu'avant, l'ancien système de production, c'était un système qui se fait au niveau national, avec des raccords Tricoflex. Mais cette fois-ci, nous voulons une exploitation professionnelle, donc améliorer la qualité. C'est pourquoi on a mis un système d'irrigation par aspersion. Et un système d'irrigation par aspersion et avec toutes les techniques culturelles dans le cadre de l'amélioration de la qualité de la banane. Et ce qui fait que des rendements, on estime des rendements par exemple, ça peut faire 40 à 50 tonnes par hectare. Le minimum, on peut dire, souvent, tu sais, le technicien, il n'aime pas trop se prononcer sur le maximum de rendement, parce que des fois, il peut y avoir des alternatives qui jouent et qui font baisser la production. Mais avec le système que nous avons ici, l'eau suffit, les intrants suffisent, la qualité du travail suffit, on pense avoir 40 tonnes par hectare, Inch'Allah. Depuis 2006, on faisait de la banane ici. Mais on a rencontré beaucoup de difficultés. Alors depuis l'année dernière, nous avons fait un accord de partenariat avec une société qui s'appelle SFD. Alors cette société-là maintenant, c'est elle qui gère toute la partie technique ici à Nadjaf. Donc c'est eux qui sont en train de faire ce travail-là, et bien entendu avec la communauté de Nadjaf. Donc là, c'est un projet Mosdahir SFD. Donc c'est ça que je voulais aussi expliquer. Quelles sont maintenant les perspectives de cette association gagnant-gagnant, partenariat gagnant-gagnant? Alors nous, ce qu'on fait toujours, on amène la technique, on amène les intrants, on amène tout ce qu'il faut, on aménage les terres, on met les systèmes d'irrigation et à ce moment-là, on fait des parcelles et on donne à chaque famille une parcelle. Et à la récolte, la famille en général a 40% de la récolte et le reste revient à l'organisation pour pouvoir encore faire un autre projet ailleurs. Aujourd'hui, nous avons plusieurs... Et ça, c'est avec SFD toujours. Voilà. Est-ce que vous rencontrez des difficultés par rapport à cette exploitation? Oui, mais bon... Sur le plan gestion. Avant on rencontrait des difficultés, mais là depuis qu'on a fait ce partenariat avec SFD, ça a l'air de bien marcher. Oui. Ok, merci. Marié, père de 5 enfants. Je représente ici la SFD, donc la structure qui est en partenariat avec Mosdahir. Donc ici, je suis le responsable de production ici, dans la zone ici. Merci. Bon, moi c'est M. Frédéric Begré.
Je suis ici l'adjoint de M. Norbert Barraud, je suis ivoirien. Je suis marié avec une sénégalo-ivoirienne. Donc je suis moitié sénégalais. Donc je suis son adjoint responsable au niveau agronomique de la SM. Donc colonel Moussa Diouf, je suis ingénieur des eaux et forêts, je suis le coordinateur du projet Petite Ferme Éco-Village. Nous travaillons avec l'Institut Mouzahir International ici dans l'éco-village de Foudou, Nadjaf. Et vous avez ici un modèle de partenariat public-privé qui appuie des communautés à aller à un niveau de développement agricole très élevé. Vous avez vu ici l'équipement que le privé a pu apporter en relation donc avec Chérif, qui est un très grand leader, qui a de grandes ambitions pour le développement de ces localités. Nous avons ici un niveau de professionnalisme élevé de culture de bananes. 50 tonnes par hectare soutenues pendant plusieurs années. Les populations, pour faire ça, avaient besoin de ce partenariat-là. Donc, à travers ça, nous invitons vraiment les privés à venir accompagner ces communautés-là, à venir avec ces leaders travailler, parce que nous avons la possibilité au Sénégal d'être autonome en matière d'agriculture en général, mais surtout l'arboriculture et la bananerie en particulier. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans cette exploitation en matière agricole? Le professionnalisme. Bon, il y a beaucoup de périmètres de bananerie, mais des périmètres traités de cette manière, il y en a très peu. Donc les cultivars, c'est-à-dire les plants, sont produits, c'est des variétés très performantes. Il y a une maîtrise parfaite de l'eau. La terre, elle est bonifiée, il y a une bonne gestion donc de la belle fertilité des sols. Il y a des populations très engagées, parce que soutenues par le promoteur Chérif Mohamed Ali Aïdara, mais aussi les privés, pour faire donc ces productions. C'est des populations aujourd'hui qui ont des niveaux de revenus assez élevés. Donc le professionnalisme. Et ça se fait à travers la formation, à travers l'encadrement, et ce modèle de culture avec ces sachets, donc les régimes qui sont protégés, et surtout un modèle de production très écologique. Vous ne verrez pas ici de bois coupé pour faire des tuteurs. En général, dans la bananerie, on détruit beaucoup les forêts limitrophes parce qu'on coupe beaucoup de bois. Ici, on a maîtrisé le problème des tuterages. Vous ne verrez pas un seul tuteur en bois. Et ça, sur le plan écologique, c'est très important pour nous. On produit suffisamment sans détruire la nature. Maintenant, on sait que la zone est un peu enclavée. Et qui dit production aussi dit écoulement. Est-ce que vous avez des problèmes par rapport à l'écoulement de cette production qui est assez grande par rapport aux déterminants que vous venez de nous dire? Alors c'est toute la force maintenant du privé. Effectivement, ce milieu enclavé, la route vous l'avez empruntée, donc de Manda jusqu'ici c'est une route sur 17 km. Je pense qu'on peut le faire facilement, mais pour le moment, vraiment cette route est très mauvaise. Mais c'est là aussi toute l'implication du privé, l'intérêt de l'implication du privé, qui peut appuyer donc les producteurs à aller vers les marchés. Il faut que les produits aillent au marché plutôt que les acheteurs viennent les trouver sur place. Parce que là, quand c'est l'acheteur qui vient, quand c'est le commerçant qui vient, souvent il impose son prix au détriment donc des producteurs locaux. Et je pense que c'est là que vraiment l'État doit fortement intervenir à travers les pistes de production, à travers les infrastructures donc rurales pour aider ces producteurs-là, qui ont vraiment les moyens, si on les aide avec tout l'appui que Chérif leur apporte et donc ses partenaires privés, je crois qu'on peut vraiment régler le problème, en tout cas de l'exportation de la banane au Sénégal. On sait que vous dirigez un programme assez ambitieux. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire pour passer à l'échelle par rapport à ce modèle que nous venons de rencontrer aujourd'hui? Bon, on est déjà en train de passer à l'échelle. Vous avez entendu tout à l'heure Chérif, donc quand il disait qu'on a équipé d'autres périmètres avec des motos, des groupes motopompes assez puissants. Et aujourd'hui, ces périmètres aussi prélèvent leurs cultivars, donc les plantes et les rejets de bananes, donc qui sont fournis par l'éco-village de Nadjaf. Donc actuellement, c'est vraiment la mise à disposition de matériel végétal de qualité, la mise à disposition d'équipements,
l'encadrement de ces villageois avec une très bonne formation et aussi ouvrir des perspectives pour l'exportation. Je crois que ce modèle est en train aujourd'hui, de l'autre côté du fleuve, vous voyez, c'est la région de Tambacounda. Donc le même modèle est en train d'être déjà reproduit. Je pense qu'on est déjà en train de passer à l'échelle. Est-ce qu'il est possible de répliquer cette approche dans une zone où il n'y a pas de fleuve? Ah, la banane est très exigeante en eau. C'est fort possible dans la zone du fleuve Sénégal, mais pourvu qu'on maîtrise aussi les vents. Donc c'est une culture où il ne faut pas beaucoup de vent, il faut des brisants. Ici vous avez vu, on est en plein milieu forestier, c'est très abrité donc des grands vents dominants. Donc, mais c'est fort possible de le développer. Il y a des expériences donc, de périmètres irrigués villageois dans le nord du Sénégal où il y avait de la bananerie avec d'autres sociétés comme la SAEP aussi. Je pense que c'est très très possible. Mais encore une fois, il faut du matériel de qualité. Il faut une parfaite maîtrise de l'eau et il faut un bon encadrement, une bonne formation des populations et ouvrir des perspectives par rapport à la commercialisation. C'est obligatoire, mais c'est possible. Est-ce que pour améliorer encore le taux pour aménager un peu d'autres créneaux et lutter contre la pauvreté, il est possible d'avoir d'autres annexes en matière pour accompagner les populations en dehors de la banane, peut-être dans la culture du miel ou autre chose? Tout à fait. Bon, quand on parle d'éco-village, on parle d'approche intégrée. Donc c'est toutes les facettes du développement qui sont mises en place. Ici, la bananerie, c'est la culture dominante. Mais par rapport à cela aussi, les cultures d'hivernage sont très développées. L'apiculture aussi est très développée, la protection de la forêt à travers les réserves naturelles communautaires aussi, on les met en place. De toute façon, ensuite, il y a les questions de santé qui sont maîtrisées. L'école que vous allez visiter tout à l'heure à côté, qui est un centre de formation professionnelle que je suis en train de mettre en place pour former tous ces jeunes villageois. Des maçons aussi sont formés par rapport à la technique donc, de la voûte nubienne. Je crois que l'approche est assez intégrée. Et toutes les composantes ont une place égale. Et je crois que c'est cela qu'il faut. Il faut une maîtrise parfaite de l'énergie, il faut une maîtrise de l'eau, il faut régler les questions donc, de santé, les questions d'infrastructure, le financement durable, etc. Toutes ces composantes qui font qu'un éco-village puisse être durable. Colonel, nous avons vu tantôt sur des boutiques de jatropha et d'ananas. Est-ce à dire que dans le moyen terme ou bien dans le court terme, vous allez diversifier cette culture? Ah, il faut fortement diversifier. La Casamance a un potentiel aussi de production avec un ananas qui est très, très grand. Et ça se cultive beaucoup à Ziguinchor, malheureusement pas encore dans la région de Kolda, mais on peut faire l'ananas parce qu'on a les moyens de l'égier. Et selon nos calculs, on a vu que l'ananas c'est une des cultures qui a une des plus grandes marges brutes, donc c'est très rentable. Comme le disait aussi le collègue, on ne peut pas faire un développement agricole correct sans la maîtrise aussi de la filière élevage. La bananerie, c'est une culture très, très, très exigeante en matière organique. Il faut beaucoup de fumier. Donc, il faut avoir beaucoup d'animaux à l'étable s'il le faut, les nourrir avec des cultures fourragères pour pouvoir avoir donc une exploitation de cette nature aujourd'hui. Je crois que aussi la diversification, c'est aussi par rapport aux petits métiers ruraux. On en a parlé tantôt, donc il faut surtout les femmes, donc je crois qu'on n'en a pas assez parlé, mais le développement ici à travers l'apport des femmes, je crois qu'on le voit. Tout le maraîchage sont des femmes. C'est elles qui sont aussi dans ce milieu qui assure la récolte et aussi l'entretien. Je crois que la diversification, c'est cela même le modèle d'éco-village que nous sommes en train de poursuivre ici. Est-ce que présentement la culture de la banane fait vivre son nom? Il faut qu'on y arrive. Et c'est à travers maintenant des modèles de plantation comme ça seulement qu'on peut le faire. Si on ne maîtrise pas la technique, la première année, on a des régimes de 40 kg, ensuite 30 kg, 20 kg, 10 kg, ça baisse rapidement. On a des chiffres de production qui font que l'agriculteur peut se décourager rapidement. Mais si l'encadrement est assuré, les intrants assurés, surtout la matière organique maîtrisée, comme je l'ai dit tout à l'heure, le niveau de rendement est soutenu et peut faire vivre correctement son nom. La bananerie aussi rencontre des problèmes
de financement. Et si on ne règle pas ces problèmes, comme Chérif Mohamed Ali Aïdara ici l'a réglé, avec ce partenariat, avec le secteur privé, là aussi, les difficultés vont démarrer. Il faut absolument qu'on règle cette question-là. Et la SFD qui est en partenariat avec Mosaï. Donc on a parlé de la maîtrise de l'énergie. Malheureusement, la bananerie est très exigeante en énergie. On utilise beaucoup de gasoil pour pouvoir assurer l'irrigation. C'est pour ça que vous avez vu ces cultures de jatropha. L'objectif étant de produire de l'huile de jatropha qui est un biocarburant, que nous produisons ici en intercalaire. Il n'y a pas de concurrence avec la terre, par rapport à la terre avec les cultures de bananes. Mais le jatropha, l'objectif c'est de produire du biocarburant pour faire tourner ces machines qui assurent aujourd'hui la maîtrise de l'eau. Et je crois que nous avons, à travers aujourd'hui la région, avec tous ces jeunes qui sont organisés en planteurs, association de planteurs de jatropha, on peut y arriver. En tout cas, le niveau de production de jatropha commence à être assez élevé. Faire à protéger le régime contre les agressions extérieures. Les insectes, tout ce pour la régression quoi. Ensuite, elle crée un microclimat autour du régime. C'est-à-dire, si dehors il fait frais, à l'intérieur de la gaine, on a une petite chaleur qui accélère la maturation du fruit. Donc ça c'est le rôle de la gaine. Protection contre les agressions physiques des insectes et autres. Et deuxièmement, la création d'un microclimat autour du régime. Pourquoi il y a des petits trous? Les petits trous, c'est pour ne pas emmagasiner plus de chaleur. Donc c'est juste une régulation. Okay. Maintenant, on va parler des fils. Les fils, les ficelles de haut-banage. Là, on veut de faire de haut-banage. Comme on voit les pylônes de téléphonie, c'est le même système. Et donc, le rôle, c'est de maintenir le bananier en position. Éviter que le bananier tombe. Maintenant, pourquoi on l'a remplacé? Pourquoi on a remplacé le tuteur par ces ficelles? En fait, le tuteur, toujours, il est placé du côté du régime. Et s'il est du côté du régime, il va endommager une partie du régime. C'est-à-dire les bananes qui sont bonnes au départ seront vers la fin endommagées par ce tuteur-là. Et c'est pour pallier à ce problème qu'on a inventé ce système de banage. Comment a été construit le tuteur? Le tuteur, c'est un bois de 2,50 m au moins, qu'on prend pour bloquer, pour caler le bananier, pour éviter qu'il chute dans le sens de son inclinaison. Donc on met le tuteur sur le bananier et on le pique dans le sol. Pour ça, il mettait le bananier debout. Une fois que la banane est de kilo, combien de fois arrosez-vous ces plantations par jour? Par jour, c'est une fois. Mais je dirais même que nous avons installé là-bas une station météo, ce qui n'est pas encore achevé. On va mettre encore d'autres éléments. Il y a le bac d'évaporation qui va nous donner l'évaporation journalière. Et avec cette évaporation, on va calculer les besoins des plantes. Donc, si les besoins peuvent apporter en une journée, on les apporte en une journée. Sinon, on peut cumuler les évaporations d'une semaine et on apporte ces évaporations en une fois dans la semaine. Ça peut être en un jour comme en 2 jours. Voilà, donc les besoins, je dirais même ici, en moyenne, les évaporations sont dans l'ordre de 7 mm par jour. Par jour, 7 mm qui s'évaporent. Et c'est ça, il faut compenser. Voilà. On dit aussi que vous cultivez sans engrais chimiques ici. Voilà. Pourquoi et comment vous faites pour remplacer cet engrais? Bon, nous ne sommes pas encore à l'optimum de notre fertilisation, mais pour l'instant, on fait avec les moyens de bord. Nous avons du fumier de vache que nous utilisons ici pour remplacer un peu ces engrais-là. Mais ça ne peut pas suffire pour le bananier. Il faut qu'on cherche encore d'autres moyens pour remplacer ces engrais chimiques. Comment maintenant vous utilisez le fumier de vache? Le fumier, d'abord, c'est utilisé de 2 façons. Avant de planter, on en met en fond, c'est-à-dire à une dose de 20 kg dans un trou. Un fumier bien décomposé, 20 kg par trou, avant de planter. Quand on a planté
3 mois après, on fait l'entretien. Donc on apporte encore du fumier d'entretien. La même quantité. Vous ne prenez il n'y a pas de conditionnement? Non, bon, on peut le transformer, on peut faire du compost, comme on peut le mettre, si c'est bien décomposé, on peut le mettre directement, sans problème. Voilà. Sinon on peut faire du compost avant de le mettre. Qu'est-ce que vous avez demandé? C'est bon. Responsable au niveau agronomique de la SFD qui est en partenariat avec Mosaï. Bon, peut-être ce qu'on voulait ajouter, on n'a pas peut-être eu le temps d'ajouter, c'est la disposition de la plantation. Et les autres? Voilà. Par rapport aux autres plantations, la disposition de la plantation bananière ici, dans le cas d'un système moderne, ça apporte peut-être un environnement plus adéquat aux bananiers pour pouvoir s'épanouir dans sa production. Donc ça c'est le plus dans la modernisation qu'on a ajouté pour pouvoir permettre aux bananiers de donner son meilleur rendement. Donc voilà ce que je pouvais ajouter. Est-ce que vous pouvez expliquer cette disposition-là qui n'est pas comme les autres dispositions? Bon, généralement, ce qu'on a pu constater ici, dans les plantations de type traditionnel, les gens ont tendance à penser que beaucoup de bananiers dans une parcelle équivaut à un rendement plus élevé. Alors que dans le cas du bananier, dans les choses de chaque pied de bananier, il lui faut un espace bien déterminé pour pouvoir s'épanouir et arriver à donner le maximum de son rendement. Et c'est ce qui est appliqué ici. Ici, c'est le système de choses, comment on appelle, des doubles lignes, des lignes jumelées. Les écartements sont de l'ordre de 2 mètres. Et puis, vous voyez de l'autre côté, il y a 3 mètres. La grande allée couvre 3 mètres. Et si vous regardez très bien les sorties des régimes, ça a tendance à aller vers où il y a plus de lumière, c'est-à-dire à converger vers la grande allée. Et c'est ce qui permet aux bananiers de donner plus son rendement, les choses comme on appelle à l'optimum. Voilà ce que je vais ajouter à ce que mon prédécesseur a dit. Je vous remercie. Qu'est-ce que je voulais faire ici? Ici, ce que je voulais faire, c'était, je voulais faire un éco-village. Ça, c'est avant même l'alternance en 2000. C'est avant qu'on commence à parler des éco-villages. Donc, ce que je voulais faire ici, c'est de faire un village, un site où on peut faire créer des rencontres annuelles. C'est-à-dire, on a commencé ici à construire le village en voûte nubienne. Vous allez visiter tout à l'heure les voûtes. Et pour ça, on a fait venir 24 maçons du Burkina Faso pendant 3 ans. Ces maçons formaient des jeunes Sénégalais à construire des maisons à 100% avec des matériaux locaux. C'est-à-dire que c'est écologique, c'est moins cher. Et en même temps, ces jeunes qui ont été formés, une dizaine, on les a formés, on les payait. Et après, ils ont leur diplôme, leur savoir-faire, leur métier et ils sont libres. Mais surtout nous, on voulait faire le projet agricole, faire les voûtes nubiennes. On a fait une école actuellement. Vous avez, je crois, dû voir l'école là-bas, le bâtiment, une mosquée. Et on voulait, à partir de ce site-là, organiser des rencontres annuelles où chaque année, mes amis dans le monde, que ce soit des médecins, des ingénieurs et tout ça, peuvent venir. C'est-à-dire les médecins, ils vont venir pendant 1 mois, ils seront logés dans les voûtes, pris en charge, mais ils vont soigner les gens dans les villages. C'est-à-dire on avait prévu des camions qui vont aller avec ces médecins-là pour consulter les villageois et tout ça. S'il y a des ingénieurs agronomes aussi, que ces gens-là puissent, que ce soit sur le site ou ailleurs, et encore former des gens dans la région et dans le département pour dans les techniques agricoles. C'était ça l'objectif. Et en même temps, on voulait aussi sensibiliser les jeunes pour éviter qu'ils prennent les pirogues
pour aller en Europe. Donc on leur a expliqué qu'ici au Sénégal, ils pouvaient aussi travailler chez eux, vivre chez eux dignement et sans risquer leur vie. Donc le projet en réalité c'est un projet qui englobe le développement, santé et éducation. Donc en gros, en résumé, c'est ça le